Dans 5 ou 10 ans, ils seront dans un univers qui sera baigné d'intelligence artificielle, qui sera baigné de technologie. Et puis, décembre 2022, ChatGPT dans sa première version qui débarque. Et là, on prend une grande gifle. Quelles sont les opportunités que l'intelligence artificielle peut offrir? Là, on se dit que le monde dans lequel on vit, dorénavant, ne sera plus jamais le même. 80% des métiers qui existeront en 2030 n'étaient pas encore connus. Comment est-ce qu'on arrive à savoir que ce que l'on voit, ce que l'on entend est réel? Et le challenge que l'intelligence artificielle, que le web de manière assez globale, c'est le challenge qu'on appelle le deepfake. Chers auditeurs, bienvenue à notre podcast. Je m'appelle Safa Abnissa, je suis coach agile et formatrice. Aujourd'hui, sur les plateaux d'Infosista, nous avons l'honneur d'accueillir une personnalité extraordinaire du monde médiatique. Il est connu pour sa rigueur journalistique, pour son charisme à l'écran et pour son engagement dans l'information de qualité. Alors, vous l'avez certainement reconnu, c'est Wadir Dada, la grande figure du paysage médiatique marocain. Wadir, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ravi d'être là. Merci pour votre invitation, Safa. Merci. Alors, pour commencer, Wadir, parlons d'un sujet très actuel et pertinent aujourd'hui qui est l'IA ou l'intelligence artificielle. Alors, vous avez récemment publié une chronique où vous dites « L'intelligence artificielle est partout et elle est tellement ancrée dans notre quotidien qu'on ne la remarque même plus. Elle est dans les recherches que nous réalisons sur Internet, dans les photos, les vidéos que nous consultons sur le web, dans nos examens médicaux, dans les plans de certains édifices et les followers de nos réseaux sociaux, etc. » Alors, pouvez-vous nous expliquer comment cette omniprésence de l'IA ou de l'intelligence artificielle influence concrètement le paysage médiatique et la vie ou le travail des journalistes? C'est quelque chose qui s'est vraiment imposé à nous. C'est-à-dire que ça remonte, quand on a vu arriver l'intelligence artificielle, c'est quelque chose dont on a entendu parler forcément, à travers des logiciels, à travers des robots, à travers des humanoïdes, où on s'est dit, tiens, il y a une forme d'intelligence qu'on a appelée intelligence artificielle qui peut réaliser des tâches similaires à ce qu'un être humain est capable de faire de manière beaucoup moins aboutie. Que ce soit par exemple des placements de robots, que ce soit de la recherche d'informations, que ce soit de la rédaction de contenu. Et on en était jusque-là. Et puis, décembre 2022, ChatGPT dans sa première version qui débarque. Et là, on prend une grande gifle, littéralement, parce qu'on se rend compte qu'il y a un outil qui est proposé, accessible, gratuitement en plus, et qui nous permet d'interagir de manière instantanée et d'avoir l'impression de traiter avec une personne, alors qu'il s'agit d'une machine. Et là, il y a quelque chose qui a changé. Là, on se dit que le monde dans lequel on vit, dorénavant, ne sera plus jamais le même par rapport à ce qu'on a connu avant décembre 2022. Et selon vous, quelles sont les opportunités que l'intelligence artificielle peut offrir aux journalistes aujourd'hui ou au monde des médias? Alors, je pense, vu du Maroc, et quand je côtoie mes confrères, mes collègues à l'intérieur de la chaîne dans laquelle je travaille, à 2M, ou des confrères et des collègues de la presse écrite ou de la radio, je pense qu'on ne prend pas encore la mesure concrète de ce que l'intelligence artificielle va avoir comme impact dans notre travail au quotidien. Il y avait une étude qui était parue il y a quelques années, je crois que c'est 2021-2022, qui annonçait que 80% des métiers qui existeront en 2030 n'étaient pas encore connus. Oui. 80%. Ça veut dire aussi que l'arrivée de ces nouveaux métiers va en faire disparaître d'autres. Et face à ce phénomène, on ne peut quasiment rien. C'est une mécanique, c'est une dynamique dans laquelle soit on s'inscrit et on essaie d'en tirer profit, soit on va la regarder avec de grands yeux et on va être complètement dépassé, soit on va essayer de la contrer à travers une réglementation, des législations, et on va se faire broyer.
parce que la machine, elle est en marche. Et donc, il y a une prise de conscience qui est vitale, qui est nécessaire. C'est ce qui m'a poussé, moi, à m'intéresser à ce sujet-là, parce que j'ai assez vite compris l'impact que cela allait avoir sur nos métiers, et pas que le métier de journaliste, parce que nous, on a un enjeu, on a un challenge qui est très important, qui est de proposer à nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, de l'information vérifiée, véridique. Et le challenge que l'intelligence artificielle, que le web de manière assez globale, et maintenant que l'intelligence artificielle est en train de nous présenter et de nous imposer, c'est le challenge qu'on appelle le deepfake. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut reproduire le visage de n'importe qui, oui. On peut reproduire la voix de n'importe qui. Il y a d'ailleurs récemment le cas de Scarlett Johansson qui a fait beaucoup parler par rapport à ChatGPT. Et on se retrouve avec du contenu qui est quasi véridique, qui est vraisemblable du moins. Et nous, en tant que journalistes, on ne peut pas proposer ce contenu-là à nos téléspectateurs ou à nos auditeurs ou à nos lecteurs sans l'avoir vérifié. Donc comment est-ce qu'on arrive à savoir que ce que l'on voit, ce que l'on entend est réel? Et ça, c'est le vrai challenge qu'impose l'IA par rapport au métier de journaliste. Comment pensez-vous que les journalistes aujourd'hui, ou de manière générale les organisations médiatiques, devraient se préparer pour intégrer ou adopter les pratiques de l'intelligence artificielle dans leur quotidien? Il y a une étude récemment qui a été réalisée par la c'est la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Et dans cette étude qui a été réalisée, il y a un sondage qui a été fait vis-à-vis de professionnels de l'univers des médias, de manière globale. Et on se rend compte que la très grande majorité de ces professionnels des médias ne sont pas prêts. Ne sont pas prêts à, faire face aux challenges qui sont posés par l'IA, et deux, ne sont pas prêts à utiliser les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle. Et ça soulève une vraie problématique. Et parmi les solutions qui sont envisagées par cette étude, il y a le fait, et je pense que c'est là l'un des leviers très importants à développer, c'est le fait d'intégrer l'intelligence artificielle et toutes les techniques informatiques et digitales que cela induit à côté dans le système éducatif. Il faut dès aujourd'hui, dès à présent, éduquer nos enfants, les jeunes générations, à ces enjeux de l'IA. Parce que les jeunes, moi j'ai des enfants qui ont 14 et 8 ans, aujourd'hui, il est inconcevable qu'ils ne soient pas au fait de ces challenges. Il est inconcevable qu'ils ne soient pas au fait de ces techniques. Il est inconcevable qu'ils ne sachent pas ce que c'est que l'intelligence artificielle et qu'ils ne sachent pas utiliser ces outils. Parce que dans 5 ou 10 ans, ils seront dans un univers qui sera baigné d'intelligence artificielle, qui sera baigné de technologie. Donc ça passe, comme beaucoup de choses d'ailleurs, par l'éducation et par l'école. Et pour les générations qui sont déjà opérationnelles dans l'univers professionnel, et notamment le métier de journaliste de manière globale, mais ça implique aussi les réalisateurs, ça implique les scénaristes, ça implique... tout le monde est concerné. Il y a même des métiers qui risquent de disparaître du jour au lendemain. Je veux dire, quand vous avez besoin de consulter un avocat parce qu'il a une connaissance juridique pointue et que la question que vous allez poser à cet avocat, vous pouvez la poser à ChatGPT ou à un autre outil d'intelligence artificielle, vous n'avez plus besoin d'aller chez cet avocat. Ça ne veut pas dire que le métier d'avocat va disparaître, non, ça veut dire que le métier d'avocat va se transformer et que l'avocat, pour pouvoir continuer à être utile, il va devoir proposer quelque chose de plus. Et récemment, je participais à une conférence, justement autour de ces enjeux-là par rapport à la génération Z et à l'IA. Ouais. Et comment cette génération Z, à l'avenir, va s'intégrer dans l'univers professionnel, dans le monde du travail, au regard de ces challenges que soulève l'intelligence artificielle. Et il y avait parmi les intervenants à cette conférence le président de l'université Huawei. Et il disait quelque chose de très très impactant et de très pertinent. Il disait qu'au début, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi, lorsqu'un professeur remarquait qu'un étudiant avait utilisé de l'intelligence artificielle pour rendre un devoir, il le sanctionnait, c'était quasiment zéro. Aujourd'hui, l'impact, la présence, l'amplitude de l'intelligence artificielle, elle est telle que les professeurs intègrent l'IA dans les devoirs qui sont donnés aux étudiants, dans les exercices qui sont donnés aux étudiants. Et ils poussent, avant ils leur interdisaient d'utiliser l'intelligence artificielle. Maintenant,
il les oblige quasiment à utiliser l'intelligence artificielle, sauf que l'énoncé de l'exercice est différent. Au lieu de leur dire de fournir juste une rédaction ou une thèse sur tel ou tel sujet, il leur demande de fournir différentes versions de leurs travaux et d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils choisissent telle ou telle version en utilisant l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien et il y a une prise de conscience nécessaire. Il y a une prise de conscience qui est vitale. Ce que fait le Maroc à travers un événement comme le GITEX, Africa, Morocco, c'est quelque chose de vital. Et ça montre que le Maroc est en train de se positionner. Mais il y a encore énormément à faire parce que là, on adopte les enjeux liés à l'intelligence artificielle sous un prisme de business, sous un prisme d'investissement, de start-up. Il faut vraiment l'intégrer sous l'angle du quotidien et toucher le plus large public possible. En parlant des défis et des risques, est-ce que les organisations médiatiques aujourd'hui sont conscients de ces risques-là? Quels sont les plans d'action que vous prenez justement en tant que journaliste? Moi, je ne suis pas décideur au sein de la chaîne de télévision dans laquelle je travaille. Je suis décideur par rapport à mon produit, entre guillemets, je parle comme ça, mon journal télévisé. Je dis mon journal télévisé par rapport à mon investissement, mais c'est personnel parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, mais c'est le journal télévisé de toute une équipe et qui appartient aux téléspectateurs. Et de ce que je vois, moi, à la chaîne, c'est qu'il y a un manque criant. C'est-à-dire qu'on est vraiment à milieu de ces considérations en termes d'enjeux et en termes d'outils. Il y a beaucoup de choses que permet l'intelligence artificielle aujourd'hui et qui nous est utile, nous en tant que journalistes, et que l'on pourrait utiliser, mais que l'on n'utilise pas encore. Si vous prenez une chaîne de télévision que je connais très bien, qui est 2M, pour y être depuis presque 20 ans, si vous me demandez quelle est la part d'intelligence artificielle dans notre travail quotidien au sein de la rédaction audiovisuelle, je vous répondrai très simplement, 0. Ok. 0. Rien de ce que l'on fait aujourd'hui, malheureusement, à part quelques expériences individuelles où moi je vais utiliser peut-être du chat GPT ou des logiciels qui génèrent de la vidéo ou de la photo, et encore je ne l'utilise pas pour la diffusion, mais c'est plus pour moi expérimenter certaines choses. Il y a 0 intelligence artificielle dans nos process de production. Et à mi-2024, vu la rapidité avec laquelle tout ça évolue, on a eu récemment la dernière version de ChatGPT 4.0, où on a un assistant personnel qui est juste de la folie furieuse, qui fait... Regardez, par exemple, nous, on a besoin de faire du sous-titrage sur des magazines. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, la direction des magazines, ils font encore des sous-titrages à l'ancienne. C'est-à-dire que la personne, le journaliste, va traduire, si c'est un sujet qui est diffusé en arabe, va traduire ce qui a été dit en français ou en anglais ou en espagnol en arabe, et va l'écrire sur son ordinateur, et va l'intégrer sur le logiciel de montage, etc. Et ce sont des tâches qui sont fastidieuses, qui prennent beaucoup de temps et qui nécessitent beaucoup d'énergie. Or, aujourd'hui, les outils qui existent, très simplement, il suffit de rentrer la voix et puis vous allez avoir la traduction et le sous-titrage qui est intégré. Pourquoi est-ce qu'on se prive de tels outils? Parce que, comme dans toute nouveauté, il y a des barrières, il y a des freins, et ce sont souvent des freins psychologiques. Et ces freins psychologiques, ces barrières, il faut les briser. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. J'avais une directrice à une époque qui me dit que quand on reste à sa place, quand on ne bouge pas, on est immobile, en fait, on recule. Pourquoi? Parce que les autres sont en train d'avancer. Et vous avez des médias internationaux dont on n'a rien à envier au Maroc, et en particulier à 2M, qui est une chaîne qui rayonne à l'international et qui est précurseur dans beaucoup de choses, qui ont mis en place des départements dédiés à l'intelligence artificielle, qui sensibilisent leurs salariés, leurs journalistes, qui leur facilitent la tâche, qui installent des outils, qui mettent en place des process. Et ça, on l'a dans différentes entreprises au Maroc, de manière assez épisodique, de manière assez isolée. Ce devrait être quelque chose de généralisé. Ouais. Et qu'est-ce qui provoque, à votre avis, ou qu'est-ce qui déclenche ces freins psychologiques? Vous savez, moi, quand je suis arrivé à 2M, pour pas faire l'ancien combattant, c'était en 2006, j'avais été frappé, d'ailleurs ils n'y sont plus, maintenant il y a prescription, par des journalistes qui continuaient à écrire à la main et qui n'utilisaient pas leur ordinateur. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, face à l'outil technologique, face à l'évolution, face au progrès, vous avez des réfractaires qui rejettent, non pas parce que ça ne leur est pas utile ou parce que la technique qu'ils utilisent, moi j'aime bien écrire à la main, c'est quelque chose
c'est quelque chose de très enrichissant. Mais quand on est dans un process professionnel où il faut délivrer, où il y a des contraintes de temps, etc., il faut utiliser ces outils-là. Parce qu'il y a une course. Il y a une course à l'efficacité, il y a une course à la rentabilité, il y a une course par rapport au deadline. Le JT, il faut qu'il passe à l'heure dite. On ne peut pas décaler parce qu'on utilise des outils qui nous mettent à la traîne. Ce sont les mêmes réflexes. La même manière que les personnes à l'époque, quand l'ordinateur est arrivé, continuaient à écrire à la main, quand l'intelligence artificielle est en train de s'installer et de prendre de plus en plus de place, par peur d'être dépassé ou par peur de ne pas pouvoir maîtriser ces outils, alors que normalement, comme disait mon père, on en apprend tous les jours. Donc c'est normal. C'est normal de se mettre dans le bain, c'est normal de faire en sorte de s'approprier ces outils. Et puis il y a des jeunes qui sont là, qui peuvent partager. Il y a des experts qu'on peut faire venir. Il y a 1000 manières de faire en sorte de ne pas être à la traîne. Merci beaucoup, Wadia, pour ces précieux insights. Et avant de conclure, auriez-vous peut-être un dernier mot à adresser aux auditeurs sur l'avenir du journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle au Maroc? Ce que je voudrais dire, c'est d'abord que le métier de journaliste, c'est un métier qui est absolument fabuleux, extraordinaire. C'est à mes yeux, parce que je suis passionné par ce métier depuis que j'ai 7 ou 8 ans, le plus beau métier du monde. Et c'est un métier qui va continuer à exister. Contrairement à d'autres métiers qui risquent, eux, de disparaître à cause de l'intelligence artificielle, le métier de journaliste va continuer à exister. Il transcendra encore de grosses et de grandes révolutions à l'avenir, parce que le journaliste, il est là pour être le témoin de son temps. Il est là pour raconter ce qui se passe. Il est là pour marquer l'histoire, pour relater les événements, les faits, pour expliquer aussi. On a toujours besoin des journalistes pour cela, à travers la présence d'experts, etc. Donc c'est un métier qui est fabuleux, mais c'est un métier qui doit vivre avec son temps. C'est un métier qui doit, justement, parce qu'il a cette vocation d'expliquer, de raconter, il faut qu'il sache de quoi il parle. Donc aujourd'hui, nous, les journalistes, nous sommes condamnés, je le dis en tant que tel, nous sommes condamnés à être à la page de tous ces outils, à les comprendre, à les disséquer, à nous les approprier, à les absorber, à les digérer pour pouvoir les restituer de la manière la plus intelligente, la plus facile, la plus abordable qui soit, et faire en sorte que ces outils-là ne soient pas des freins par rapport à la pratique de notre métier, notamment liés à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les deepfakes, mais qui soient ces outils un atout et qui nous permettent d'exercer et de pratiquer notre métier de la meilleure manière qui soit. Merci encore, Wadia, pour votre temps et votre perspective éclairée, et merci de nous avoir suivis.